Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Voici Vicky. Voici Mathilde. Et bienvenue à Futurist, une toute nouvelle émission qui parle de science, de robotique et d'art multimédia. Et on vous présente les créateurs et créatrices du monde d'aujourd'hui. Pour vous inspirer et vous montrer aussi d'autres visions du monde par les créateurs d'aujourd'hui. Voici notre deuxième entrevue accompagnée de Charles Deguire. Bonjour Charles. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci les filles. Merci de prendre le temps de faire cette entrevue-là. Merci à vous. En gros, vous êtes PDG et cofondateur avec Louis-Joseph Lécuyer de la PME Kinova. Vous êtes un homme plein d'idées et de volonté et c'est ce qui a fait grandir votre entreprise maintenant reconnue à l'échelle internationale. En fait, on voulait savoir comment a commencé votre parcours et comment avez-vous eu cette idée qui a vraiment tout commencé, le processus? Parfait. Merci de me donner l'opportunité d'en parler. Kinova, c'est notre bébé depuis 2006, depuis 14 ans que Louis-Joseph et moi, on a lancé cette entreprise-là. Et on y met toutes nos énergies, tous nos rêves, toute notre ambition aussi. Comment ça a commencé? Ça a commencé avec une histoire très personnelle. J'étudiais en ingénierie avec Louis-Joseph. Les deux ensemble, on vient de la Rive-Nord. Les deux, on est passés à travers le cégep Lionel Groulx en technique, en conception électronique. C'est là qu'on s'est connus. Les deux ensemble, on est passés à l'ETS, à l'École de technologie supérieure en ingénierie, les deux en génie électrique. Puis on a participé à des clubs étudiants. On a toujours été très motivés par le parascolaire, je dirais, plus que par le scolaire. On aimait ça faire bâtir des drones avant qu'il y ait des drones partout. Intégrer l'intelligence artificielle, construire des machines robotisées de découpe, construire des planches de kitesurf, dans le cas de Louis-Joseph, dans son garage. Puis quand on est arrivé à l'université, on commençait à développer des expertises en robotique. Puis dans ma famille, j'ai 3 grands-oncles atteints de dystrophie musculaire. Donc j'avais grandi aussi avec ce côté-là, à avoir des personnes en fauteuil motorisé dans ma famille. Depuis que j'étais tout petit, je les voyais évoluer, grandir d'une année à l'autre, mes oncles qui perdaient progressivement des capacités physiques. Donc la dystrophie musculaire, c'est dégénératif. À chaque année, ils perdent des capacités de leurs muscles. Donc, une année, on le voyait bouger 3 doigts. L'année d'après, il bougeait juste 1 doigt. Il devait quand même passer son quotidien avec ça. Et à chaque année, il s'ajoutait des outils. Dans le temps, il n'y avait pas des Bluetooth. Donc, il y avait un téléphone à fil avec le fil suspendu dans son appartement. Puis, il pouvait se promener puis faire ses appels en appelant l'opératrice. Aujourd'hui, avec le cellulaire puis une oreillette, c'est beaucoup plus simple. Mais dans le temps, il devait trouver ces outils-là. Quand j'étais petit, j'avais toujours vu ce défi-là d'adapter les technologies, d'adapter tout ce qui les entoure à améliorer leur qualité de vie. Quand j'ai commencé avec Louis-Joseph à me spécialiser en robotique, j'ai jumelé les 2 expériences que j'avais, donc la passion pour les technologies, la passion pour la robotique, et l'appliquer à quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, le bien-être de mes oncles, le bien-être des gens en fauteuil motorisé. Donc, moi et Louis-Joseph, on s'est lancé un défi. On a dit, c'est certain qu'on est capable de faire un robot qui va sur un fauteuil motorisé. Puis en une fin de semaine, on avait déjà fait une simulation d'un robot qui s'intégrait sur un fauteuil motorisé. Puis là, on est arrivé tellement vite à un résultat qui faisait du sens qu'on s'est dit, on est capable de le faire. Puis c'est vraiment là que Kinova a parti. On a fondé l'entreprise quelques mois plus tard. Au moment que tu te dis, je suis capable de changer quelque chose d'important, là, ça devient une mission. Puis ça fait 14 ans qu'on est sur cette mission-là. Donc, il faut faire attention à ses rêves parce qu'une fois qu'on embarque dedans, ça peut prendre beaucoup de place dans votre vie. Fait que ça, c'est comment on a lancé avec un associé, avec un partenaire en qui j'avais confiance, qu'on savait qu'on travaillait bien ensemble pour une cause qu'on croyait, avec les talents qu'on avait développés dans nos différentes formations. Durant votre parcours, quelle a été la
l'épreuve la plus dure à surmonter? Oh, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. On va les mettre dans l'ordre, OK? Puis je vous dirais, à chaque fois que j'ai eu une épreuve, j'ai eu l'impression que c'était la plus grosse épreuve de ma vie. Fait que ça voulait dire aussi qu'il devenait de plus en plus grande. Très tôt, est arrivé le moment de parler avec des gens, des entreprises privées puis des banquiers. Et là, imaginez-vous, tu as 23 ans, tu n'as pas de maison, tu n'as pas vraiment fait de gros salaires, tu n'as jamais eu de réalisation concrète à ton actif. Et là, tu t'assois avec un banquier beaucoup plus âgé, beaucoup plus expérimenté, puis tu dois lui expliquer ton modèle d'affaires. Donc, nous, on va vendre des robots qui coûtent sensiblement le prix d'une voiture, là, 30 à 50 000 $, puis on va vendre ça à des gens qui ne travaillent pas, qui sont en fauteuil motorisé, puis un gros pourcentage, eux autres, ne travaillent pas au quotidien, ils n'ont pas les outils pour pouvoir le faire. Fait que, tu sais, tout de suite, le banquier, il dit « Ouais, vendre des voitures à des gens qui ne travaillent pas sûr que je veux te supporter. » Puis, je l'ai vraiment pris personnel. T'sais, ça a été un gros défi. Pour moi, c'était « On doit le faire. C'est possible, on doit les aider. » Donc là, ça a été une première gifle de réalité, je te dirais, qui est une très bonne leçon. C'est beau de croire en nos rêves, c'est beau de croire en un impact. Après ça, il faut se trouver des partenaires qui vont y croire autant que nous. Fait que ça, le côté, la réalité commerciale, quand on a des rêves, c'est un premier choc. Après ça, on est passé par-dessus, on a trouvé des gens qui étaient aussi passionnés que nous autres. Et là, on a eu un premier prototype, les clients étaient excités. Puis tu as réussi à le faire fonctionner une fois, on avait 3 prototypes. Puis là, on a une première commande, 100 unités aux Pays-Bas. Fait qu'on n'a jamais exporté. Je suis allé une fois dans ma vie aux Pays-Bas. Puis là, il fallait qu'on livre 100 robots aux Pays-Bas. Mais produire quelque chose une fois, puis en produire 100 fois, c'est un très grand défi. C'est pas la même chose. Il y a un côté d'être systématique, consistant, d'être très fort sur l'opération. Heureusement pour moi, mon collègue, mon associé Louis-Joseph, avait une expertise d'opération beaucoup plus grande que la mienne. Et c'est dans des moments comme ça que d'être une équipe diversifiée dans nos expertises, dans nos passions, prend tout son sens. Donc là, c'est vraiment le moment où Louis-Joseph a pris encore plus de place dans l'entreprise, a pris les opérations. Et ça m'a fait réaliser à quel point c'est important de ne pas se lancer seul dans ces projets-là. Au cours des années, on a eu plein de défis. On est passé de 2 employés, juste moi puis Louis-Joseph, à recruter notre premier employé, qui était une femme qui venait de Québec, qui avait notre âge, qui n'était pas un ingénieur, donc qui ne comprenait pas toutes les choses qu'on disait en partant, qui travaille encore avec nous 13 ans plus tard. Donc, on a toujours gardé notre premier employé, mais ça, gérer des équipes, on t'apprend peu ça à l'école. On apprend le travail en équipe, mais gérer une équipe, c'est un petit peu différent. On a monté l'entreprise à plus de 200 employés. Là, on s'est stabilisé environ à 200 employés. Et on a maintenant des employés qui sont ailleurs dans le Canada. On a une équipe qui est en Allemagne. Donc, non seulement gérer des équipes ici, gérer des équipes de communication, d'ingénierie, de production, qui ont tous des besoins différents. Et comme vous l'imaginez, un défi récemment qu'on a, la crise liée au COVID. Nous, on est chanceux, on fait des robots pour le milieu chirurgical, on fait des robots pour le milieu médical, donc on est un service essentiel. Mais adapter nos opérations pour que ça soit sécuritaire dans le temps qu'on a dû le faire et en respectant nos clients qui sont des hôpitaux, qui sont des personnes en fauteuil qui ont besoin de leurs produits. Là c'était beaucoup d'adaptation, c'était un bon défi. Puis encore une fois, on a une bonne équipe qui nous a permis à faire ça. Fait que pas mal tous nos défis, c'est en équipe qu'on a réussi à les vaincre. Vous avez mentionné la place que vos oncles prenaient dans votre vie quand vous étiez jeune, puis c'est un peu ce qui vous a inspiré à commencer votre entreprise avec votre collègue. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de tout le parcours que vous avez fait, tout le chemin que vous avez fait. Est-ce qu'ils profitent de sur quoi vous travaillez en ce moment? C'est une très bonne question.
merci. J'ai un de mes oncles, Jacques, qui était décédé avant même que je commence le projet. Et c'était lui qui s'était impliqué le plus. C'était lui l'inventeur, si on veut, des trois. Il avait déjà fait un bras articulé, un bras manipulateur, qui avait 14 boutons pour le contrôler. Il y avait juste lui sur la planète qui était capable de le contrôler, mais quand j'avais 12 ans, j'avais vu mon oncle avec ce bras manipulateur-là qui était un frame de lampe avec des câbles à bicycle, une pince à hot dog. L'électronique était dans un Tupperware en arrière de son fauteuil. Puis c'était des moteurs de wiper d'une vieille Renault qui faisaient bouger tout ça. J'avais été bien impressionné. Donc, Jacques n'a jamais pu voir ce projet-là. Il est décédé bien avant ça. Mais c'est en son honneur aussi qu'on a appelé notre premier robot Jaco, parce que son surnom dans la famille, c'était Jaco. Fait que ça, c'était important. Ses deux frères, Jean-Marc et Louis, ont pu voir les débuts de Kinova. Jean-Marc est décédé par la suite, juste avant qu'on lance notre premier produit. Mais à l'hôpital, j'ai pu lui montrer les premières pièces de fibre de carbone. J'étais extrêmement fier de pouvoir lui montrer ça. Lui aussi, c'était un moment très important pour moi, très important pour lui aussi. Aujourd'hui, Louis est toujours en vie et je vous dirais que c'est c'est la personne qui est le plus critique avec ce qu'on fait. Ses attentes sont extrêmement élevées. Sûrement qu'il est fier, mais il ne me le dit pas. Mais je vous dirais, ma famille est plus en train de me challenger, de me motiver. Ils disent, tu es sûrement capable de faire mieux que ça, tu es sûrement capable de faire moins cher que ça, tu es sûrement capable d'avoir plus de clients que ça. Fait que c'est bien aussi de s'entourer de gens qui, pas nécessairement vont vous lancer des fleurs, mais qui ne seront jamais réellement satisfaits, puis il faut les accepter comme ça. Tellement d'accord. Maintenant, parlons un peu de création. On peut dire que vous êtes un pur créateur. Et la preuve, c'est que vous avez créé Kinova. Et moi, j'aurais une question précise. S'agit-il de votre plus grand accomplissement? C'est une excellente question. Non. Non. Puis moi aussi, j'aime les défis. J'ose croire que mon plus grand accomplissement n'est pas encore fait et que je travaille dessus à tous les jours. À travers Kinova, c'est une entreprise, puis c'est merveilleux de bâtir une entreprise, puis je le recommande et je le souhaite à tout le monde. Je suis extrêmement fier d'avoir fait un robot pour les personnes en fauteuil motorisé. Je suis encore extrêmement fier d'avoir fait un robot pour les chirurgiens. Donc, c'est une autre technologie qu'on a lancée dans les dernières années. Donc, c'est un outil pour aider les chirurgiens. Est-ce que ce sont mes plus grandes création à ce jour? Même pas. Je crois qu'à travers tout ça, l'équipe qu'on a bâtie, puis en parallèle, la famille aussi qu'on a bâtie, donc de ne pas avoir sacrifié ma vie personnelle, d'avoir été capable, aujourd'hui j'ai 3 enfants, puis une vie familiale active, malgré que j'ai beaucoup de déplacements. Ça, je trouve que c'est un accomplissement qui me satisfait plus que de simplement avoir bâti une entreprise. J'espère que ma plus grande réalisation est encore à venir. On l'espère aussi. Pourquoi le nom Kinova? Tout simplement. Bon, on va vous résumer plusieurs mois de discussion. Mon associé est très créatif, Louis-Joseph, moi aussi. Puis, on était dans une période qu'on s'imaginait la grandeur, puis tout ça. Puis, au début, on avait un nom qui c'était LCDA Innovation, qui faisait plus le nom comme d'une firme d'ingénierie. Puis là, on s'est dit non, nous, on fait des produits, mais on fait des produits innovants, puis on veut être reconnu comme ça. Puis, on veut pas juste bâtir un produit, on veut bâtir une entreprise qui va nous survivre. Puis, quand on s'est dit ça, on s'est donné comme mission, on veut bâtir une entreprise qui va nous survivre. On dit, OK, bon, ça peut plus être un nom d'ingénierie. Ça peut plus être un acronyme basé sur nos noms de famille. Il faut que ça soit un nom qui va se tenir dans le temps. Puis on se disait, on veut pouvoir, un peu comme un pays, une nation, on veut pouvoir s'appeler par le nom de cette entreprise-là. Donc aujourd'hui, on est des Kinoviens. Puis mes Kinoviens, nos Kinoviens chez Kinova, on y tient vraiment à cœur. Donc on voulait un nom qu'on pouvait s'approprier. On était en médical, on aimait certaines tonalités. Puis là, encore là, ça a été long. Je peux vous dire, 6 mois d'itération pour trouver un nom, puis à la fin, les concepts qui revenaient toujours, innovation, on n'était pas capable de l'enlever. Ça faisait trop partie de nous.
Puis le mouvement, la progression, on aimait beaucoup ça. Donc, on a fini par aimer un certain mot, kinétique, qui était pour le mouvement. Donc là, on a fait un jumelé kinétique puis l'innovation, Kinova. C'est comme ça qu'on est arrivé à ça. Donc, je vous résume un processus. On a révisé, puis si jamais vous passez à travers ce processus-là, gardez les traces. C'est extrêmement plaisant de regarder comment vous pouvez arriver à un nom 5-10 ans après. C'est des belles mémoires. Donc, l'innovation en mouvement, c'est ce qui nous représentait le mieux. C'est un très beau nom et je suis très... je trouve que tout devient ça. C'est vraiment bon. Quelles sont vos visions? Ça peut être votre vision du monde ou comment vous vous voyez plus tard. Vous avez dit que votre plus grande création était à venir. Est-ce que vous avez une idée ou... Notre vision du futur, c'est une vision très active. Nous, on voit les humains avoir des meilleurs outils. On voit les humains être capables de dépasser les limites qu'on a aujourd'hui à cause qu'on utilise notre propre corps pour faire beaucoup d'activités. Il faut qu'on soit capable de dépasser ces limites-là, puis dans des domaines qui nous touchent, donc dans la santé, dans la sécurité, dans l'écologie, avoir moins d'impact sur le climat. Et on voit la robotique comme étant un élément clé, comme les ordinateurs l'ont été, comme l'intelligence artificielle va l'être. Et nous, on s'est donné une mission d'être un catalyseur de ces éléments-là. On connaît, on comprend et on aime la technologie. Donc, jouons un rôle actif dans cette vision du futur du monde-là. On veut que le recyclage prenne plus de place, qu'il soit mieux fait. Bien, comment on peut appliquer la robotique au recyclage pour le rendre plus rentable, plus profitable, plus efficace? On veut guérir, on veut aider à guérir les cancers, on veut qu'il y en ait moins. On veut que la qualité de vie des gens qui sont handicapés soit meilleure. Comment on fait pour appliquer nos connaissances, notre passion, notre énergie à faire évoluer cette vision-là? Fait qu'on a quand même une vision du monde très positive. J'ai une vision du monde très optimiste, je dirais, parce qu'on a vu dans les 10 dernières années comment on a été capable de faire progresser les choses. Il y a 10 ans, des gens qui étaient pas capables de s'alimenter seuls, que ce soit en CHSLD ou chez eux, n'avaient pas d'option. En 10 ans, on leur a permis d'avoir des robots sur une table, des robots sur un fauteuil motorisé, des robots de différentes grosseurs, qui nous permettent aujourd'hui que peu importe le type de handicap qu'ils ont, tant qu'il y a quelque chose qui bouge sur leur corps, que ce soit leurs yeux, leur langue, qu'ils soient juste capables de parler, on est capable de les faire contrôler un robot, puis ils peuvent manger seuls. Donc, si je regarde le progrès qu'on a fait dans les 10 dernières années, puis on regarde dans les 10 prochaines années, bien, tu sais, déjà, on se projette dans un niveau d'efficacité. En 10 ans, on leur a permis, ils n'étaient pas capables de le faire, maintenant ils sont capables de le faire. Dans les 10 prochaines années, on va leur permettre non seulement de le faire, mais de le faire aussi rapidement que quelqu'un qui le fait avec son bras, puis qui a toutes ses capacités. Puis ça, on va réussir en intégrant plus d'intelligence artificielle, en intégrant plus de vision, plus de sensors, donc en rendant nos systèmes plus intelligents, leur donnant une capacité de perception. Donc, cette fusion-là de toutes les nouvelles technologies, c'est vraiment ce qui va continuer d'augmenter l'efficacité. Au niveau de la vision chez Kinova, depuis 10 ans, on s'est fait une pyramide de progression pour l'efficacité des outils robotiques. Et à chaque année, on progresse sur ça. Puis, les plus hauts niveaux de cette pyramide-là, c'est d'être capable de faire des tâches qu'aujourd'hui, on n'est même pas capable de faire avec nos propres mains. Et quand on pense à la chirurgie, ça va ouvrir des portes. Aujourd'hui, il y a une poignée de chirurgiens sur la planète qui sont capables de faire une greffe de main. C'est très complexe, il y a des nerfs à reconnecter, il y a des vaisseaux sanguins à reconnecter. C'est des procédures qui vont durer une dizaine d'heures, c'est épuisant pour les chirurgiens. Mais ils sont capables de le faire pour la première fois. Si on leur donne les bons outils, il y a plus de chirurgiens qui vont être capables de le faire puis qui vont être capables de le faire plus efficacement. Donc, à travers des meilleurs outils, on va peut-être permettre de rendre plus accessible, démocratiser des procédures aussi complexes que des greffes de main, des greffes de visage. C'est vraiment le rôle qu'on se donne, c'est la vision qu'on voit, d'avoir des nouveaux outils qui vont nous entourer, qui vont permettre à tous de dépasser leurs limites et de prioriser des secteurs qui nous sont proches. Somme toute, plus de technologies dans nos vies, mais pas des technologies qui viennent remplacer les humains, des technologies qui deviennent comme des outils pour étendre les humains. Une meilleure synergie entre les technologies
éliminer les craintes que les gens ont face à la robotique, puis vraiment ajouter d'autres compléments à la robotique, comme l'intelligence artificielle, comme la vision, comme la perception de l'environnement. C'est vraiment rassurant ce que vous venez de dire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur que les robots prennent la place de certaines personnes, surtout dans les usines par exemple. Mais une question m'est venue comme ça en entendant le mot robot. En tant que créateur de robots, vous n'avez pas peur que, par exemple, un jour, les robots se rebellent contre les humains? Non, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Oui, les progressions de l'intelligence artificielle, ça peut amener à des abus, comme les progressions de toutes les technologies. C'est immanquable. Il va en avoir des abus, puis c'est important de s'impliquer dans les comités éthiques, c'est important de mettre des règles à ne pas dépasser. C'est sûr que les outils qu'on va développer, comme la robotique, comme l'intelligence artificielle, ça va permettre d'avoir des abus peut-être plus larges que d'autres technologies avaient permis dans le passé. Mais avant tout, c'est toujours un humain qui contrôle ce développement-là. Et c'est vraiment... Cette crainte-là, c'est bien qu'elle reste dans la société, car ça va toujours être le chien de garde de mettre des règles, de mettre des formations, de mettre une éducation sur comment on va utiliser ces technologies-là. Et nous, on a fait le choix chez Kinova de ne pas faire des contrats avec le DARPA et avec le militaire. On a pris un choix. On va accélérer la robotisation, mais on va accélérer la robotisation des domaines qui nous tiennent à cœur, comme la santé, bien avant d'accélérer la robotisation d'un domaine qui est très bien financé, comme le militaire. Fait que chacun, on a des choix à prendre, puis on va pouvoir influencer les directions que la technologie va prendre. Moi, ce que j'invite, c'est que tous les gens qui ont peur que la robotique soit mal utilisée, venez en robotique. Soyez actifs. Choisissez où la robotique va aller. Et là, vous allez vous assurer qu'elle n'ira pas dans une mauvaise direction. Je suis optimiste de nature, mais il y a des faits qui me prouvent qu'on a raison. C'est la communauté des roboticiens, la communauté de scientifiques a choisi de s'impliquer sur des causes qui leur tenaient à cœur. Fait que, continuez d'avoir peur des robots, c'est bien, ça vous force à faire de meilleurs choix. Et pour finir, est-ce que vous avez des projets? Ça peut être un objectif de vie, et puis ça peut être d'autres projets, des objectifs pour Kinova, par exemple. Beaucoup d'objectifs. Je peux en partager quelques-uns avec vous. C'est lié à tout ce qu'on parle depuis tantôt. Puis un accomplissement là, qui va vraiment nous rendre fiers. Créer une entreprise qui nous survit, ça c'est un objectif, je dirais peut-être le plus égoïste là, que j'ai, mais on ne veut pas avoir mis toute cette énergie-là pour que si moi je suis retiré de l'équation de Kinova n'existe plus. Donc un objectif de voyager en famille, mais pour le plaisir de voyager puis de découvrir, puis de prendre le temps de le faire. Donc prendre le temps de découvrir davantage notre merveilleuse planète et découvrir les gens. Donc habiter à l'étranger aussi, quelque chose qui m'intéresse, que ce soit pour le travail ou juste pour le plaisir. On apprend beaucoup à apprendre d'autres cultures. Donc ça, c'est des objectifs que j'ai, même, je dirais, à moyen terme. Termine notre entrevue en toute beauté. Merci beaucoup, Charles, de nous avoir accordé votre temps. C'était vraiment intéressant. Je vous remercie. Oui, merci. Ça fait plaisir. Puis si vous me permettez, parce que je connais quelques jeunes de l'Académie Sainte-Thérèse, puis je pense que c'est important de le dire. À votre âge, j'avais jamais touché un robot. Encore, j'avais été inspiré par les technologies. Puis je trouve ça merveilleux qu'il y ait des clubs comme Astro qui permettent déjà à des jeunes d'avoir touché à des robots. Mais je veux que tout le monde garde en tête aussi qu'au secondaire, j'aimais les sciences, j'aimais les technologies, j'aimais beaucoup le volleyball, beaucoup le volleyball. J'étais intrigué par les entrepreneurs, mais c'était pas encore clair dans ma tête. « Oh mon Dieu, moi je vais être entrepreneur, puis je vais faire de la robotique. » Non, c'est toutes des choses qui se sont clarifiées par la suite. Fait que c'est normal que vous preniez le temps de vous poser des questions. Si vous le savez déjà, bien, tant mieux. La seule chose que j'avais et qui m'a toujours aidé, c'est que j'étais curieux, puis j'aimais ça apprendre. Fait que gardez votre curiosité. Puis la journée que vous décidez de vous lancer en entreprise, ça fait plus peur que c'est là en réalité, puis faites-le pas seul. C'est le conseil que je veux donner à tout le monde. C'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus réaliste de le faire en équipe que de le faire seul, même si vous devez gérer
des personnalités différentes, des volontés différentes. Vous le regretterez pas. À travers toutes ces années-là, j'ai gardé une belle amitié avec Louis-Joseph, puis j'aurais pas survécu à tout ça si j'avais été seul. Fait que, merci beaucoup. Merci pour ces bons conseils. Et merci à vous aussi, ceux qui êtes à la maison et qui nous regardez. Et puis, on espère que vous avez aimé autant que nous cette rencontre avec Charles de Guire. Oui, et n'oubliez pas de respecter les distances sociales. À bientôt. Bye!